Parler d'art brut relève d'une gageure, tant les deux termes sont antinomiques. Il y a là plus qu'un paradoxe, il y a une violence, il y a une provocation. C'est évidemment le but de la formule inventée par Jean Dubuffet, on va en reparler. Mais c'est vrai, comment peut-on accoler à l'art, donc l'expression la plus raffinée, la plus supérieure de toute culture, de toute civilisation, comment peut-on lui accoler cet adjectif de brut, brutus, qui en latin désigne vraiment une catégorie très, très inférieure d'esprit de l'humanité, l'animal, lourd, grossier, sans intelligence. Le brut, c'est quelque chose qui est donc non civilisé, non raffiné, barbare, sauvage, primitif. On a connu d'ailleurs toutes ces expressions à propos de l'art nègre, qu'on appelle aujourd'hui les arts premiers, bon, les arts primitifs. Tout ça n'est pas très honorable en soi pour parler d'œuvres d'art, d'œuvres donc qui gagneraient cette qualification suprême d'expression de l'humanité dans ce qu'elle a de plus beau, dans ce qu'elle a de plus vrai, dans ce qu'elle a de meilleur. Alors, évidemment, la provocation est voulue puisqu'il s'agit de prendre en considération précisément des œuvres que nous jugeons, que nous pourrions juger dans un premier temps comme des œuvres inférieures, quelque chose qui ne mériterait même pas d'ailleurs le titre d'œuvre d'art. Alors, il faut rendre honneur à Jean Dubuffet d'avoir le premier sans doute considéré ces œuvres comme des vraies œuvres d'art et de nous avoir introduit donc dans ce monde artistique euh, avec sans doute beaucoup d'étonnement, voire peut-être de scandale, puisque peut-on considérer que l'art d'un fou, l'art d'un prisonnier, l'art d'un paria, l'art d'un criminel, l'art d'un violeur, est-ce que tout ça est digne finalement de considération? À vrai dire, Jean Dubuffet n'est pas le premier à s'intéresser à ses œuvres. Il y a avant lui, et grâce d'ailleurs à ces médecins psychiatres, que Jean Dubuffet pourra s'y intéresser. Effectivement, l'invention de la psychiatrie, la psychanalyse, bon, tous les travaux de Freud et de tous les autres médecins qui se sont penchés sur les maladies mentales ont eu pour effet de remettre un peu au premier plan l'existence de ces fous marginalisés à l'extrême. Et donc, je vous montre ici une œuvre de Wolf, un artiste, donc un homme qui a été largement, Adolf Wölfi, qui a été considéré comme un homme dangereux. Il vit donc en Allemagne et puis en Suisse. Il a une enfance difficile, évidemment, son père est alcoolique, le père meurt dans un délirium tremens, la mère ne peut pas éduquer tous ses enfants, elle finit par mourir quand il a 11 ans. Il fait différents travaux de ferme, vraiment au ras de l'humanité. Il viole les jeunes filles, évidemment. Il fait 2 ans de prison. Il finit par être diagnostiqué schizophrène. Alors ça, c'est là, évidemment terrible quand on est schizophrène. On échappe à la justice, mais pas à l'asile psychiatrique. Et donc, il est interné pendant une trentaine d'années près de Berne à partir de 1930. Et là, il réalise 1300 dessins. Il écrit une biographie de 25 000 pages avec des énormes théories philosophiques, religieuses, sociales. Il invente une nouvelle écriture, il double, triple, quadruple les consonnes pour faire résonner les mots. Enfin, il y a toute une langue. Il invente vraiment tout un langage. Et ce malade, ce fou, intéresse beaucoup son médecin, Walter Morgenthaler, qui est étonné évidemment du contraste qui peut exister entre cette inhumanité, enfin ce degré zéro de l'humanité, et puis ce caractère très raffiné des œuvres d'art. Là, je vous montre ici un tableau qu'il a intitulé Saint Adolphe. Saint Adolphe, c'est son prénom prédestiné. Wölfi, bon, c'est le loup. Alors là, on est tout à fait dans le caractère sauvage, hein, le caractère primitif de l'expérience animale. Et donc Saint Adolphe porte des lunettes ici, et il est entre deux villes géantes, pas très facile à voir, enfin, Nice et Mia. S'agit-il de Sodome et Gomorre, de Ninive, enfin, de toutes ces villes de la Bible, ou bien des mythes qui, comme Babel, vont s'écrouler. Enfin, il y a évidemment une plongée dans une sorte d'inconscient mythique extrêmement profond. Alors,
ce médecin, mais il y en a beaucoup d'autres à la même époque, collectionne ses œuvres, les garde, les, les respecte peut-être d'une certaine mesure. Je ne sais pas comment, on va voir tout à l'heure, on se posera la question comment ça peut influer sur le travail de la psychiatrie proprement dit. Toujours est-il que Jean Dubuffet en prend connaissance et qu'il est lui-même, dès les années 1920, marqué par toutes ces œuvres d'art. Alors, la personnalité de Jean Dubuffet est évidemment centrale dans ce mouvement de l'art brut, puisque c'est lui qui, en 1945, le 28 mai, invente l'expression d'art brut, mais il s'y intéresse depuis très longtemps et il a lui-même collectionné énormément d'œuvres qu'il rassemble, qu'il achète peut-être, enfin, il en a une collection énorme qui finira par constituer la collection d'art brut à Lausanne, ouverture de ce très très beau musée en 1976 qui rassemble là un nombre incroyable d'œuvres d'art. Depuis la collection d'art brut de Lausanne, d'autres institutions se sont aussi spécialisés dans la conservation et l'exposition des œuvres d'art brut, comme le musée d'art moderne de Lille, le LAM, avec 5500 œuvres. On a le musée des arts décoratifs, on a énormément aujourd'hui de galeries qui s'intéressent à l'art brut. Il se trouve que l'art brut se vend, que la cote de l'art brut augmente. Paradoxe et paradoxe, alors on ne comprend plus rien, comment ces œuvres faites par des rebuts de l'humanité, il y a un petit anagramme là, entre brut et rebut, comment ces œuvres qui ont été rejetées finalement, enfin faites par des gens totalement rejetés, marginalisés, comment peuvent-elles atteindre tout d'un coup des sommets de considération et comment le bon public que nous constituons tous en allant visiter ces expositions, eh bien, se pâme devant toutes ces œuvres. Alors, il revient quand même à Jean Dubuffet le mérite d'avoir été sensible à ces œuvres d'art. Je crois qu'il a été touché. Il a été touché par ces manifestations artistiques qui ne relevaient pas du Gotha officiel, justement, des milieux officiels. On donne cette définition des œuvres produites par des personnes étrangères au milieu officiel de l'art. Oui, bon, d'accord, elles sont étrangères. On ne dit pas d'ailleurs que ce sont des artistes toujours. Enfin, bon, on a encore quelques répugnances à prononcer le mot d'artiste à propos de ces œuvres d'art, mais on considère que ce sont quand même des œuvres d'art. Et donc, Jean Dubuffet va lutter contre un préjugé qui voudrait que ces œuvres faites par des personnes reléguées soient elles-mêmes reléguées dans des bas-fonds de l'oubli de l'humanité, comme des choses qu'on devrait jeter. Il est vrai que d'ailleurs, 99,9% des œuvres dites d'art brut ne sont pas connues, sont ignorées et sont oubliées et sont détruites aujourd'hui, abandonnées, jetées. Et quelques œuvres émergent, quelques œuvres sont aujourd'hui largement bien respectées et conservées. Alors, est-ce que Jean Dubuffet est lui-même un artiste d'art brut? Je ne pense pas. Son art est évidemment très connu. Il se trouve que nous avons la chance, dans le Val-de-Marne, d'avoir la fondation Dubuffet à Périgny-sur-Yerres, la closerie Falbala, avec un immense jardin un espace de 1610 mètres carrés, avec 8 mètres de hauteur, des peintures de polyuthyrane blanches, ornées de traces noires sur des murs en béton projetés. Bon, effectivement, Dubuffet a toujours été quand même quelqu'un de considéré. On ne peut pas dire que c'était un fou, un marginal, un prisonnier, un violeur ou je ne sais quoi. Il avait un statut officiel. Il se trouve que dans le Val-de-Marne, nous conservons devant le Magval, une sculpture emblématique que nous aimons, que nous n'aimons pas. C'est un autre problème. Et il y a certainement une distinction à faire entre l'œuvre de Dubuffet et puis ces fameuses œuvres d'art brut qu'il a lui-même collectionnées et aimées. Mais il lui revient vraiment ce mérite d'avoir été sensible. D'une certaine manière, Dubuffet est peut-être plus provoquant encore que Duchamp. Que Marcel Duchamp. Marcel Duchamp, à vrai dire, n'a pas fait grand-chose pour les œuvres d'art brut, c'est-à-dire pour les œuvres de ces personnes à la limite de notre univers mental à nous et de notre civilisation. Donc là, Dubuffet a fait une brèche dans l'art officiel, dans la définition traditionnelle de l'art. Il a fait une brèche et cette brèche se révèle
salutaire parce qu'elle nous oblige à repenser un peu nos catégories et à ne pas nous enfermer dans des définitions trop rigides, trop rigoureuses. À vrai dire, tout le monde fait de la route. On a tous fait du bricolage comme ça, avec des baguettes, des roseaux, qu'on a taillé, on a écorcé une baguette de noisetier pour dessiner des, des signes qui sont un peu mystérieux. Bon, on a conservé, pas conservé. Les scouts font tous une croix avec les moyens du bord. Enfin, c'est quelque chose qui, finalement, à partir d'un matériau vulgaire, d'un matériau, une branche de bois, bon, ça, une branche de bois peut pourrir tranquillement dans la forêt, puis tout d'un coup, on la prend et elle devient quelque chose de significatif. Elle prend une valeur de symbole. C'est toute une histoire qui commence. Là, c'est une croix qui se dessine. Bon, c'est peut-être pas une croix à la destination de cet objet. Ça peut devenir une poupée, ça peut devenir ce qu'on veut. Mais tout ça pour dire que nous avons tous pratiqué ces formes élémentaires de l'art. Nous avons tous tapé sur une casserole et ça a produit un rythme, peut-être une musique. Et là encore aujourd'hui, plein de musiques sont de cette nature très première, très primitive, très proche des expressions les plus élémentaires. Alors, il faut quand même, bon, on va abandonner le mot brut parce que ce mot brut ne veut rien dire, évidemment, et il faut s'intéresser à l'art. Ça nous invite à redéfinir l'art. Effectivement, l'art est une opération, un acte, une fabrication. C'est quelque chose qui relève d'un processus, un processus de transformation. Et donc, on a toujours, du point de vue de l'art, un détournement de la fonction première de l'objet. De ce point de vue-là, la définition de Marcel Duchamp et l'expérience de Marcel Duchamp demeurent fondamentales, parce que c'est ce qui nous a bien rappelé que l'art est une transgression, une transformation, un transport. Tout est dans ce trans que l'on retrouve dans notre transfiguration chrétienne. On en reparlera plus tard. On part d'une chose pour la traverser et pour la manipuler, pour la malaxer, la tordre, pour la fondre. C'est autant de verbes qui indiquent une action qui débouche sur quelque chose d'autre. C'est finalement, bien sûr, toujours, comme le dit Plotin, quelle est la différence entre un marbre taillé et un marbre qui n'est pas taillé? Dans les deux cas, c'est toujours du marbre, ça pèse à peu près le même poids. On n'a pas changé la nature première du matériau, mais dans le cas de la sculpture en marbre sculpté, à ce moment-là, il y a quelque chose de nouveau qui apparaît, qui est une forme qui a donc une vertu symbolique, c'est-à-dire qu'elle signifie quelque chose d'autre que le fait que ce soit du roseau, du marbre, du bois, le matériau initial. Et donc, l'art brut va nous mettre en plein dans ce processus de transformation, d'autant qu'il est réalisé par des personnes qui précisément vivent une première situation d'enfermement, d'exclusion, de déconsidération totale, voire d'infra-humanité, et qu'elles vont produire dans cet état-là, dans cette situation-là, quelque chose qui relève de la supra-humanité, qui relève de la signification symbolique la plus élevée. Et donc, le processus de transformation est tout à fait symétrique entre la transformation d'un matériau en une réalité symbolique ou encore la transformation d'une personne qui n'est pas considérée, qui n'existe pas et qui tout d'un coup se met à exister parce qu'elle se projette, se donne à cette œuvre qui devient extérieure à elle-même, mais qui va porter son identité bien au-delà de l'enfermement, de la stigmatisation dont elle a été victime dans un premier temps. Donc, il faut voir que l'art relève d'une pratique fondamentale de la métaphore, c'est-à-dire de la transformation d'une réalité en une autre réalité, que ça relève même de l'anaphore, pour jouer sur les mots grecs, c'est-à-dire qu'on va s'élever d'une situation qui est très basse, très vile, très vulgaire, très grossière. Et précisément, je pense que le brut est dans le premier état, le matériau brut de décoffrage, brut de fonderie, voilà, la laine est crue, etc. Toutes ces réalités premières qui qualifient quelque chose qui n'a pas encore été transformé, mais qui va le devenir. Et en même temps
que le matériau est transformé par cette personne qui a donc un certain génie, une certaine vision, puisqu'elle va faire autre chose qui n'était pas prévu au départ, eh bien, s'opère certainement une métamorphose de l'identité de cette personne qui devient à ce moment-là, à condition qu'on la rencontre, à condition qu'on y fasse attention, qui devient un artiste ou une artiste. Il s'agit donc d'une pratique ordinaire, on pourrait dire, quotidienne, coutumière, de la transcendance. Alors, il faut bien sûr distinguer l'art brut. Bon, alors c'est une catégorie que les historiens de l'art ont inventée. Bon, comme toutes les catégories, ça colle jamais complètement. Où s'arrête l'art brut? Est-ce que Michel-Ange n'a pas fait un peu d'art brut parfois, un peu, en tapant dans son marbre et puis en découvrant des choses qu'il n'avait pas forcément prévues de par son intelligence et son génie? Voilà, c'est évidemment une catégorie qui est relativement encombrante, comme toutes les catégories. Il faut la distinguer de l'art naïf, il faut la distinguer de l'arte povera, il faut la distinguer des différents minimalismes d'aujourd'hui, il faut la distinguer des primitifs, des arts premiers, etc. Bon, c'est quelque chose en tout cas qui est un art qui est fait à partir de presque rien, mais je pense que la définition la plus importante qu'il faut retenir et qui va d'ailleurs nous poser problème à la fin, c'est que c'est un art qui est réalisé par des personnes déconsidérées, par des personnes en marge de la société. Je basculerai non pas sur le résultat, mais d'abord sur le statut de ces personnes que l'on ignore, que l'on ne veut plus connaître et qu'on a rejetées de notre univers que l'on ne veut pas voir. Et donc, pour moi, c'est l'expérience. C'est cette expérience que je voudrais renouveler aujourd'hui. Après tout, bon, Duchamp n'a pas besoin de moi pour exister. Les grands artistes qui ont leur galerie, bon, ils crèvent la faim sans doute, mais enfin bon, ils ont ils existent. Moi, peut-être je m'intéresse à je ne sais pas, voilà, Lucien, que personne ne connaît, qui bricole des choses avec des bouts de ferraille, dans sa cabane, voilà, dans sa cellule, dans sa folie, je ne sais pas quoi, qui me touche. Et je veux conserver ces œuvres parce que j'y ressens la puissance d'une sublimation au moment où cette humanité n'est pratiquement plus humaine. Je ressens un transfert de l'infra-humanité vers quelque chose qui serait au-delà de l'humanité. À la limite, les œuvres classées art brut, d'ailleurs, qui sont exposées dans les musées, ne m'intéressent plus, parce que bon, celles-ci, elles ont été consacrées et tout le monde se précipite pour les voir. Bon, d'autant qu'on a oublié les personnes qui les ont faites, bon, peu importe, ça m'intéresse plus beaucoup. Par contre, je connais, oui, comme tout le monde, bon, je connais un clochard, là, Ahmed, hein, qui se trimballe dans mon quartier en errant, ce pauvre air miséreux qui se déplace avec son vélo chargé, tout son barda. Et qui a dans ses affaires, il me l'a montré un jour, un gobelet qu'il grave avec un couteau. Il est kabyle, il a mis quelques signes kabyles. Bon, je connais un peu la Kabylie, ça m'a beaucoup marqué, ça m'a beaucoup ému, ce sorte de tatouage primitif. Je sais que ce gobelet condense ce qui lui reste d'humanité. Et je me dis que Ahmed est aussi grand que le graveur de Lascaux, qui a laissé sur la pierre, les parois, des signes géométriques réguliers pour indiquer son passage, un langage peut-être. Et j'ai envie de respecter ce gobelet, j'ai envie de l'honorer, j'ai envie de trinquer peut-être avec lui, et j'aimerais, bon, je suis catho bien sûr, j'aimerais qu'on célèbre peut-être quelque chose d'eucharistique dans ce gobelet. Mais bon, il l'a ramené, et sans doute qu'il va être perdu quand on détruira son habitat de fortune dans le bois de Vincennes. Alors, voilà. Je vais citer pour commencer quand même quelques artistes pour se mettre un peu dans l'ambiance de ces œuvres produites donc à la périphérie de nos univers, à la marge de nos univers. Je commence ici par des artistes un peu célèbres, bien connus, le prisonnier de Bâle. Le prisonnier de Bâle entre 1928 et 1934. Il s'appelle Joseph Giaverani, c'est un Italien, voilà, qui est emprisonné pendant 6 ans pour un crime passionnel qu'il a commis en 1928 à 51 ans. Un ouvrier devenu contremaître, un Italien qui est expatrié en France. Il ne sait ni lire ni écrire, il n'a fréquenté aucune école. Et voilà,
un peu, on pourrait dire que cet homme est un peu brut de décoffrage, mais évidemment, tout le problème est de considérer ce prisonnier de Bâle, non pas comme quelqu'un de dangereux, quelqu'un qui tue, quelqu'un qui est finalement grossier et vulgaire, mais quelqu'un qui réalise ce genre d'œuvre. Ici, donc il fait ça et il n'a pas grand-chose sous la main, il a de la mie de pain et il fabrique ces figurines dansantes, un peu acrobatiques, et tout à fait excentriques, alors que lui est certainement dans une cellule de prison un peu contenue et que je doute qu'il puisse faire une telle danse dans cet univers carcéral. Donc des acrobates aux membres élastiques, démesurés, accompagnés d'une fanfare insolite, une sorte de théâtre à la Brecht, là, voilà, une sorte d'univers carcéral infernal. On peut presque penser aux orchestres qui accompagnaient les condamnés à mort des camps de concentration. Enfin, quelque chose qui est assez macabre, horrible, et pourtant quelque chose qui respire la vie, qui danse, parce que au centre, eh bien, la personne se libère, le danseur se libère par un certain rythme, par une certaine musique, par une certaine transcendance, peut-être une transe aussi, je ne sais pas. Donc il réalise tout ça avec de la mie de pain, puis après de la terre, parce que il a quelques visites et sa famille lui apporte de la glaise à un moment donné. Alors, toujours est-il qu'il trempe ses petites figurines dans de la colle liquide, vous savez, cette colle blanche avec laquelle on faisait des poupées ou je sais quoi, et de la colle liquide qui se solidifie, qui va produire un certain vernis et une certaine solidité à ces œuvres extrêmement fragiles, très éphémères, qui ne sont pas faites pour être montrées, mais qui permettent à cet homme peut-être de s'échapper un peu de son univers carcéral, de sa condamnation. Il méritait sans doute mieux. Voilà, il va finir misérablement, mais il nous laisse ses œuvres et c'est une trace d'humanité. Finalement, ce prisonnier de Bâle, Joseph, est passé par là, il a exprimé quelque chose. Alors, on pourrait en prendre une autre aussi, mais pas tous les voir, parce que comme je vous ai dit, il y a 5500 œuvres, des milliers et milliers d'œuvres maintenant conservées. Je voudrais parler ici d'Aloïse Corbaz, une Suisse qui vit un peu en Allemagne, mais qui revient en Suisse et qui termine sa vie dans un asile, elle aussi, pour avoir exprimé quelques folies dans la rue et avoir dérangé sans doute les gens de la bonne société suisse. Donc elle est née à Lausanne en 1886 et elle meurt en 1964. Bon,